Bonjour et bienvenue à tous. Il y a eu une rencontre Union africaine-Nations unies où je les ai vus en train de condamner, tenir tous les propos que vous voulez par rapport aux transitions militaires dans nos États. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. La dernière fois que j'étais sur Afrique Média, sur la question de la création de la monnaie des États du Sahel, on a un panéliste qui a dit que c'était beaucoup plus complexe. Et moi, je leur ai dit, je ne réfléchis pas comme le petit blanc. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Avant le capitalisme occidental que nous connaissons, est-ce que nos États qui étaient des royaumes, des empires, est-ce que nos États n'étaient pas des royaumes et des empires prospères? Comment on est arrivé à devenir ou à être des empires et des États africains, des empires autant pour moi, des royaumes prospères? L'empire du Ghana était un royaume prospère. L'empire du Mali était un empire prospère. Mais d'où venait la prospérité? Sur quelle base on s'est justifié pour dire que nos empires, nos royaumes étaient des royaumes et des empires prospères? Sur quelle base? Donc, il y avait la prospérité avant l'occidentalisation de nos sociétés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est ce que j'ai dit à ce jour-là sur Afrique Média. Deuxièmement, je dis, avant, la télévision, c'était quoi? C'était blanc-noir. Les premières télévisions qu'on avait, c'était blanc-noir. Après, c'est devenu télévision en couleur. Pour faire un direct, on avait besoin de tellement d'instruments pour pouvoir faire une retransmission. J'ai dit, mais aujourd'hui, quand tu te réveilles, à peine dans ton propre lit, tu prends ton téléphone, tu fais ton direct, le monde entier te voit. C'est devenu plus facile de pouvoir parler au monde. J'ai dit, alors, pourquoi croyez-vous que pour créer notre monnaie, ça va être compliqué? Pour faire vivre l'économie, il faut les ressources. Ce sont les ressources naturelles qui font vivre une monnaie. Nous avons les ressources naturelles. Il faut un marché de consommation. Nous avons 80 millions de personnes, donc nous avons un marché de consommation. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est de trouver des ingénieurs, si je peux, pour créer une monnaie, pour éviter la fraude ou la falsification. D'ailleurs, est-ce qu'on ne fait pas des faux euros, des faux dollars? On le fait tous les jours, même des faux CFA. Donc, personne ne peut interdire la falsification. Mais on fait tout pour réduire au maximum les fraudes. Alors, donc, créer notre monnaie, où est-ce qui est compliqué dedans? Les machines qui, avant, pour avoir ces machines-là, étaient compliquées. Aujourd'hui, il suffit de t'asseoir, tu commandes ta machine, tu as l'argent pour payer, on vient installer ta machine chez toi à la maison. On vient installer ta machine et puis tu payes. Sur quoi tu vas endosser ta monnaie? Avant, enfin, on nous a fait croire que c'est l'or. Mais avec la Russie aujourd'hui, on a découvert que, attention, on peut endosser notre monnaie sur l'uranium, le lithium, le gaz, le pétrole, l'or, le diamant et bien d'autres matières premières. Donc ce n'est plus l'or seulement. On a un marché de consommation, on a les ressources pour faire tourner nos industries, on a l'énergie. Donc, pour créer notre monnaie, il n'y a rien de compliqué dedans. Mais on va développer ça un peu plus tard. Alors, quand vous voyez ici, le monsieur, il est au Kenya, mais il parle de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quelle est la distance entre le Kenya et le Burkina Faso? À cet instant précis, à Djibo, qui était à Djibo au niveau de la représentation des Nations Unies sur la question des droits de l'homme? Et d'ailleurs, qui a appelé le Burkina pour féliciter le Burkina par rapport à l'exploit que les FDS et les BDP ont réalisé à Djibo? On n'a pas entendu la CEDEAO, mais c'est cette CEDEAO-là qui viendra dire au Burkina, il faut aller aux élections.
Vous comprenez un peu? Donc, on veut créer maintenant des problèmes, là où il n'y en a pas. Mais rappelez-vous, le ministre centrafricain de la jeunesse, de passage à Bamako, pour féliciter le président Assimi et les FAMA par rapport à l'exploit réalisé à Kidal, a dit, préparez-vous. On va commencer à entendre des sons de cloche. C'est maintenant que les organisations des droits de l'homme, les ONG vont commencer à parler. Mais curieusement, comme il a parlé, ils ont laissé le Mali et puis ils se sont attaqués au Burkina. Mais on savait et on sait que ce combat sera, il y aura deux combats toujours. Lorsqu'il y aura les offensives militaires, il faut que nous soyons prêts pour construire une communication et accompagner l'action militaire sur le terrain. Si on n'est pas prêt, on n'est pas armé intellectuellement, quand je dis intellectuellement, ça n'a rien à voir avec le français. Hein. Ce qui est intellectuel, c'est ce qui est dedans, ce qui est inné, ce qui est dedans, ça n'a rien à voir avec le français. Vous pouvez parler en djoula sans jamais dire un mot français et être un intellectuel. Est-ce que nos griots ne sont pas des intellectuels? Les griots sont des intellectuels. Ils ne parlent qu'en bambara, ils ne parlent qu'en wolof, ils ne parlent qu'en moré, ils ne parlent qu'en haoussa ou en zamarma, ce sont des intellectuels. Celui qui parle en anglais, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Celui qui parle en russe, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Celui qui parle en espagnol, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Est-ce que l'intellectuel, c'est celui qui parle seulement en français? Ça, ce sont les petits esprits égarés, pervers, les maudiats qui pensent comme ça. En anglais, quand tu parles en anglais, en chinois, est-ce que celui qui parle en chinois n'est pas un intellectuel? C'est un intellectuel, mais peut-être il ne parle pas en français. En anglais, c'est un intellectuel. En russe, c'est un intellectuel. En arabe, c'est un intellectuel. Donc, en djoula, c'est un intellectuel. En zamarma, c'est un intellectuel. En haoussa, c'est un intellectuel. En moré, c'est un intellectuel. En peul, c'est un intellectuel. Donc, ils disent, je vais vous amener à bien comprendre, parce qu'il faut qu'on ouvre les oreilles. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est là, la dernière fois, j'ai dit que je demande au ministre de la communication des 3 États de commencer à réfléchir pour mettre une communication et surtout inclure dans leur projet de construction de cette communication, d'inclure certaines personnes sur les réseaux. Je ne parle pas des journalistes. Parce que quand vous dites les réseaux, ils vont chercher les journalistes. Mais journalistes là-même les connaissent quoi? Sur 10 journalistes qui sont sur les réseaux, peut-être qu'il y a 2 ou 3 seulement qui sont à la hauteur. Je dis bien, sur les 10, il y a peut-être 2 ou 3 seulement qui sont bons. Mais ceux que vous ne considérez pas, vous croyez qu'ils ne sont pas intellectuels parce qu'ils parlent en djoula, parce qu'ils parlent en moré, parce qu'ils parlent en wolof, parce qu'ils parlent en zamarma. Mais c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez pas écouté ce que le capitaine Ibrahim a dit. C'est eux-là qui sont les plus intellectuels que les journalistes que vous croyez qu'ils sont intellectuels parce qu'ils sont allés à l'école de blanc. Merci beaucoup, Astavari. On va continuer. Cette rencontre intervient à la suite d'une publication du porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, M. Saïd Magango, depuis Nairobi au Kenya. Ce communiqué publié le 29 novembre est axé sur les attaques récentes à Djibo, fait une assimilation entre les terroristes qui endeuillent le pays et un sujet de droits de l'homme international. Vous voyez comment c'est une malédiction d'être né africain, vendu, acheté, crasseux, irresponsable, inconscient, raté. Tout ça, ce sont des Africains. Des maudits d'Africains qui se disent qu'ils sont Africains. Des gens qui disent qu'ils ont fait le droit. Mais avant le droit de petits blancs crasseux, Sundiata avait établi le droit dans le Manding. Dans le Manding, il y avait le droit. L'empire du Ghana, il y avait le droit. L'empire Soso, il y avait le droit. Est-ce que dans la cour du Moro Naba, au Burkina, est-ce qu'il n'y a pas le droit? Il y a le droit. Mais quel est le sens? Que signifie même le droit? Que veut dire le droit?
Parce que là aussi où il y a le véritable problème, nous on mène souvent des combats, mais très peu de personnes prennent le temps, comme je le fais, pour expliquer par exemple certains éléments. C'est vrai, j'aurais bien voulu parler en Zamarma, pour qu'on me comprenne bien, en Moré, en Peul, en Wolof, en Bambara, en Soninké ou enfin tout ce que vous voulez. Pour qu'on me comprenne bien. Parce qu'il y a des sujets, souvent, quand vous abordez, vous donnez des explications pendant le temps que vous abordez le sujet. Ça permet aux gens d'avoir une idée. Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est quoi? Il parle du droit. Mais on ne peut jamais parler du droit sans parler du devoir. J'ai un droit, mais j'ai un devoir. Mais le petit blanc, le pervers, le vendu, le raté, le menteur, le corrompu, ceux qui veulent nous attaquer, ils mettent toujours le droit en avant, mais ils font toujours semblant de cacher le devoir. Il n'y a pas de droit sans devoir. Allez dire à tous les professeurs de droit qui enseignent dans les universités, qui ont des doctorats en droit, que Keïta dit, il vous met au défi. Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de devoir sans droit. C'est comme l'homme et la femme. Il n'y a pas d'humanité sans l'homme. Il n'y a pas d'humanité sans la femme. Il faut l'homme et la femme pour créer la progéniture et mettre en place l'humanité. Depuis quand vous avez vu un homme et un homme aller ensemble et puis quelque chose est sorti dedans. Depuis quand vous avez vu une femme et une femme aller ensemble et puis quelque chose est sorti dedans. C'est quand l'homme et la femme vont ensemble que quelque chose sort. Ce qui sort, c'est la progéniture. C'est-à-dire, la descendance est assurée. Les générations à venir sont assurées. C'est la même chose avec le droit. Comment vous parlez du droit, mais vous ne parlez pas du devoir. Si vous dites les terroristes qui ont été tués, leurs droits ont été bafoués. Mais quel était leur devoir? Leur devoir était de respecter les droits des autres. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Parce que ça, il faut que nos communicants officiels arrivent à développer ce narratif. Quand vous parlez de droits, le droit de ceux qui ont été tués, mais quels étaient les droits de ceux qui ont été tués? Quels étaient leurs devoirs vis-à-vis de ceux à qui ils apportent la désolation? Donc, on nous dit que, je n'ai pas terminé, on va continuer de lire. Le gouvernement estime qu'en tant qu'État parti, il n'était pas indiqué d'assimiler le Burkina Faso au même titre que les terroristes. Vous voyez? Ceux qui se disent Organisation internationale, Nations Unies, ils assimilent l'État du Burkina Faso aux terroristes criminels. Mais alors, que fait cette organisation par rapport à Israël? Israël qui est en train de liquider tout un peuple, le peuple palestinien. Que fait les Nations Unies par rapport à ce qui se passe? Oui. Que fait les Nations Unies par rapport à ce qui se passe en Palestine? Israël est en train de tuer au vu et au su. Mais Israël n'a jamais été qualifié d'État terroriste. Ça semble bien que nous disons jour et nuit qu'Israël est un État terroriste. Israël est un État terroriste qui terrorise la population palestinienne au motif de combattre quoi? Le terrorisme. Aïe, 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 j'avais oublié. Ah, donc, Israël peut détruire au motif de combattre le terrorisme, mais nous n'avons pas le droit de tuer les terroristes. Posons, waouh. Donc, d'où cette convocation de la représentante pays de cet organe de l'ONU pour exprimer tout notre regret par rapport au communiqué et inviter le Bureau des Nations Unies
à plus de gares et à accorder le moins d'espace possible aux terroristes. Donc, le gouvernement du Burkina Faso a convoqué la représentante des Nations Unies concernant les droits de l'homme pour lui dire que c'est la dernière fois que les Nations Unies assimilent l'État du Burkina Faso à une organisation terroriste. Prochainement, elle sera expulsée du Burkina Faso, illico presto. Nous n'avons pas besoin de ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues. Nous avons besoin de partenaires fiables pour nous accompagner dans le combat que nous menons. Mais si les Nations Unies veulent faire le jeu de la France, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux. Ils n'ont rien dit par rapport à ce qui a été fait. Le travail extraordinaire que le Burkina a réalisé. Comment le Burkina est arrivé à déjouer? Parce que cette attaque de Djibo, j'ai donné ma petite part de compréhension. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui interviennent pour chacun donne sa vision. Mais une chose est claire, l'objectif est le même. C'était de faire tomber Djibo. Djibo tombe, l'insécurité, on se prépare avec une offensive, sinon une attaque beaucoup plus grande contre maintenant le Mali. Parce que Djibo, c'était un prélude à une attaque sur Kidal. Je dis bien, Djibo était en prélude sur une attaque sur Kidal. Donc, prendre Djibo, s'organiser et lancer une attaque sur Kidal. C'était ça qu'il voulait, puisque la France l'avait dit. Mais alors, quand cette organisation, dite Organisation des Nations Unies, entend un pays comme la France dire que nous allons faire tout pour déstabiliser le Mali, déstabiliser le Niger et le Burkina, quand sur les plateaux de télévision, des fonctionnaires de l'État français menacent publiquement de déstabiliser le Sahel, et cette organisation qui parle des droits de l'homme l'entend, voit et ne dit rien. Réfléchissons ensemble. On a entendu, mais jamais on a vu les Nations Unies recadrer la France. Même si nous savons que la France ne va pas écouter, mais au moins que les Nations Unies recadrent la France. Mais jamais les Nations Unies n'ont recadré la France, pour la simple et bonne raison que les Nations Unies roulent pour la France. Les Nations Unies bénéficient des bonnes grâces de la France. Donc, fermez les yeux, fermez les oreilles sur les menaces de la France, et puis ensuite, essayez, nous, de nous attaquer, mentir et manipuler. Alors donc, je voulais d'abord apporter cet élément des réponses pour dire à nos États, rappelez-vous, j'avais à l'époque interpellé pour dire que le départ de la MINUSMA, il faut commencer à préparer une communication digne de ce nom. Les gens vont essayer de nous attaquer par tous les moyens, mais il faut que nous ayons une communication digne de ce nom pour faire échouer tous les projets funestes de la France et de l'Union européenne. Dieu merci, aujourd'hui, tant bien que mal, nous nous battons pour contrecarrer tous les mensonges et toutes les ruses, toutes les perfidies. Nous arrivons à les mettre en échec. Mais ce n'est pas tout. Ils vont revenir encore. Ils ne se lasseront pas. Ils ne s'arrêteront pas. Tant que notre monnaie, même après avoir créé notre monnaie, même après avoir créé notre marché commun, même après avoir mis sur place notre fédéralisme, ils trouveront toujours quelque chose à dire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.